Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une imprimante 3D qui est extrêmement spéciale, étrange, intéressante. La Creality 3D Print Mill, qui est aussi connue comme étant la Creality CR30. C'est un modèle pré-production, donc tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, autant au niveau hardware que software, c'est possible que ça change. J'ai pas l'impression que c'est une machine que je vais conseiller à tous ceux qui veulent une imprimante 3D, mais pour certaines personnes, peut-être que ça va être exactement la machine qu'il faut. Bref, moi je tiens plus en place, j'ai trop hâte de déballer cette machine et de l'assembler parce que c'est une machine qui est différente de toutes les autres imprimantes 3D que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc je vais déballer la machine, je vais l'assembler, je vais faire mes tests, je vais vous montrer la machine en détail. On va regarder comment on l'ajuste, on va regarder comment on prépare les fichiers à l'ordinateur. Je vais vous montrer c'est quoi les résultats que je suis capable d'obtenir avec cette machine. Je vais vous parler des avantages et inconvénients de cette machine et on va terminer tout ça par une conclusion. Cette imprimante a une courroie en guise de plateau chauffant et un système Core XY incliné à 45 degrés pour contrôler les mouvements de la tête d'impression. Cette imprimante offre une longueur d'impression théoriquement infinie. C'est très différent des imprimantes que j'utilise normalement, ça apporte des avantages extrêmement intéressants, mais ça apporte aussi de nouveaux défis. On va parler de tout ça plus tard dans la vidéo. Cette machine m'a été envoyée directement par Creality pour que je puisse vous la présenter et elle est sur Kickstarter, qui est une plateforme de financement participatif / socio-financement. C'est un peu bizarre selon moi qu'une compagnie aussi grosse que Creality décide de financer un projet avec Kickstarter, mais c'est ce qu'ils ont fait. Si vous décidez de participer au Kickstarter pour précommander cette machine, assurez-vous de bien comprendre comment Kickstarter fonctionne parce que Kickstarter, c'est pas un magasin. La Creality 3D Print Mill, ce n'est pas la première machine de ce genre. Il y a la compagnie Black Belt qui offre déjà une machine comme ça pour la modique somme de plus ou moins 13 500 $ américains. Printerbot ont presque réussi à en offrir une, mais ils ont eu des problèmes financiers. Il y a un monsieur nommé Carl de chez NAC 3D Design. Je suis pas certain si c'est son nom de compagnie ou juste un pseudo, mais en tout cas, ce monsieur-là, il travaille sur un modèle qui s'appelle White Knight, qui est entièrement open source, et il existe certainement d'autres modèles. Alors Creality, ce ne sont pas les premiers à proposer une telle machine, mais la 3D Print Mill, ce sera probablement le premier modèle abordable que le grand public peut tout simplement acheter, presque entièrement préassemblé. C'est super facile de terminer l'assemblage à la maison. Ce sera pas juste un prototype, ça va être une vraie machine qu'on peut utiliser et qui est fonctionnelle. Bon, j'ai testé la machine pendant quelques jours, alors je commence à la connaître, mais avant de vous la montrer de plus près, j'ai envie de tout de suite vous donner une partie de mon opinion et j'ai envie de vous donner un peu de contexte parce que selon moi, cette machine, en plus d'être ce qu'elle est, je trouve qu'elle représente quelque chose de plus gros. Je trouve que c'est un peu une représentation de l'innovation dans le domaine de l'impression 3D qui est accessible aux consommateurs. Et aussi cette machine, je trouve qu'elle représente la collaboration de la communauté de l'impression 3D et ça, on va s'en reparler tout à l'heure, ça va faire plus de sens. Alors, cette machine a, entre autres, trois avantages extrêmement intéressants. Grâce à la courroie et grâce à la buse à un angle de 45 degrés, avec cette machine, on peut imprimer des objets qui sont théoriquement infiniment longs. On a une limite de gauche à droite, on a une limite de bas en haut, mais on n'a aucune limite sur la longueur de la pièce. Deuxième avantage extrêmement intéressant, on peut théoriquement imprimer une infinité d'objets individuels. Parce qu'encore une fois, on a une courroie en guise de plateau. Donc j'imprime un objet, je l'éjecte, j'en imprime un autre, je l'éjecte, j'en imprime un autre, je l'éjecte, etc., etc. Donc si je veux imprimer juste une pièce, je dis à la machine d'imprimer une pièce, elle l'imprime et c'est tout. Si je lui dis imprime 10 fois la même pièce, elle va imprimer 10 fois la même pièce. Moi, j'ai rien à faire. S'il manque de filament, on a un détecteur, donc la machine se met sur pause, on change le filament, puis on continue l'impression. Mais aussi, si on veut, on peut imprimer une série d'objets différents un après l'autre. C'est entièrement configurable à l'ordinateur. Donc, si j'ai un projet qui a des dizaines de composantes différentes et que ça prend beaucoup de place, si je veux, je paramètre tous mes objets d'un coup à l'ordinateur, j'appuie sur imprimer, puis la machine va imprimer les objets un à un et on n'a pas besoin d'interagir avec, on la laisse imprimer tous les objets. Troisième avantage extrêmement intéressant, encore une fois, la buse est à 45 degrés et ça fait en sorte que sur des pièces qu'on imprime sur des imprimantes 3D classiques, il y a certaines parties qui impriment dans le vide et on a besoin de support, mais ici, avec la buse à 45 degrés, on peut imprimer certains trucs qui normalement s'imprimeraient dans le vide sans utiliser de support. Cela dit, le contraire est vrai aussi.
il y a des pièces que là-dessus, on a besoin de support et que sur une imprimante 3D plus classique, on n'en aurait pas besoin. Donc à ce niveau-là, ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Ça dépend de ce que vous imprimez. Malgré ces avantages, c'est pas une machine que je conseillerais à un débutant en impression 3D. En fait, c'est une machine que je conseillerais surtout aux gens qui ont spécifiquement besoin d'exploiter les 3 gros avantages que je viens tout juste de mentionner. Si tout ce que vous avez besoin, c'est une imprimante 3D normale, achetez une imprimante 3D normale. Vous allez avoir beaucoup plus de choix. Ça va être possible d'avoir une machine beaucoup plus abordable et ça va être plus facile de trouver du soutien parce que les imprimantes comme ça sont pas très populaires. Donc, si on a un problème, on est un petit peu laissé à nous-mêmes. Tandis que les imprimantes 3D classiques, style CR10, c'est extrêmement populaire. Donc, si on a un problème, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'aide. Et aussi, la majorité des pièces téléchargeables sur les sites comme Thingiverse, My Mini Factory, etc., bien, très souvent, elles sont designées pour être imprimées sur des imprimantes classiques. Donc, des fois, avec une machine comme ça, peut-être que l'orientation des couches, ça peut être un inconvénient pour la solidité de la pièce ou encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'angle de 45 degrés, des fois, on n'a pas besoin de support à des endroits qu'on en aurait besoin normalement. Puis des fois, c'est le contraire. Il y a quand même beaucoup de choses à penser avec une machine comme ça pour avoir une bonne expérience. Mais pour ceux qui veulent imprimer des objets qui sont très longs, pour ceux qui veulent imprimer des objets à la chaîne sans devoir surveiller ou sans devoir interagir avec l'imprimante, ou pour ceux qui impriment des objets qui ont une géométrie qui peut être avantageuse avec une imprimante comme ça, et bien dans ce cas-là, cette machine est une proposition très intéressante. Alors je sais que je parle beaucoup, mais j'ai envie de vous expliquer maintenant le contexte. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette imprimante? Sur l'emballage de l'imprimante, vous voyez, ça dit que cette imprimante-là, c'est la 3D Print Mill de Naomi Wu. Donc ça, c'est le personnage qui la représente. Pour ceux qui connaissent pas Naomi Wu, c'est une YouTubeuse basée à Shenzhen. Et Shenzhen, c'est une ville en Chine où est-ce que, si on veut inventer un produit, c'est la place. Parce que cette ville-là, c'est un peu le AliExpress, mais dans la vraie vie. Il y a des magasins absolument énormes avec plein de kiosques où est-ce qu'on peut acheter des circuits imprimés, on peut acheter des LED, on peut acheter des vis, etc. C'est vraiment un AliExpress dans la vraie vie. Et donc, on n'a pas besoin de commander quelque chose puis attendre que ça arrive un mois parce que quand on commande chez AliExpress, souvent, ça vient de Shenzhen. Donc bref, puisqu'elle habite là, elle a accès à toutes ces pièces-là assez facilement. Et Creality, c'est basé aussi à Shenzhen. Et Naomi, initialement, c'est elle qui a un peu éduqué Creality sur le fait que quand on fait une imprimante 3D basée sur le firmware Marlin, il faut qu'on rende le firmware accessible à l'utilisateur parce qu'à la base, c'est open source. Donc ceux qui se rappellent du genre de scandale sur les imprimantes 3D qui respectaient pas la licence GPL, c'est elle qui a un peu forcé Creality à partager les codes sources de leurs imprimantes et depuis, elle collabore avec Creality. Et c'est elle qui a en quelque sorte supplié Creality de l'aider à fabriquer cette machine-là et c'est elle qui a assemblé l'équipe pour donner naissance à cette machine-là. Alors, quelques noms à retenir dans cette équipe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Carl Brown de NAC 3D Designs. Et je ne sais pas si son pseudo c'est censé être NAC 3D Designs ou si c'est Naked Designs. Je pense que c'est un petit jeu de mots. Mais en tout cas, lui, on se rappelle qu'il était en train de travailler à fabriquer une imprimante comme ça open source et il a participé à ce projet-là. Il y a aussi Bill Steele qui est en quelque sorte l'inventeur de la première imprimante 3D FDM et aussi DLP à avoir un XDZ illimité. Il y a aussi une collaboration avec Tom Jackson, aussi connu sous le pseudo de Filament Frenzy. Et lui, en fait, il est reconnu pour créer d'excellents profils pour les imprimantes 3D. Et donc, c'est lui qui a créé le profil par défaut pour cette machine-là pour configurer les fichiers à l'ordinateur. Et aussi, il y a une collaboration avec Scott Latten, je ne sais pas exactement comment dire son nom de famille. Et ce monsieur-là, c'est le principal développeur du firmware Marlin. Et c'est lui qui fabrique la version custom du firmware pour cette imprimante-là. Donc c'est pas n'importe qui reprend Marlin, qui le modifie et qui le met dans cette imprimante-là. C'est l'inventeur de Marlin qui travaille sur cette machine-là. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Cette machine-là, ça représente un peu la collaboration dans la communauté de l'impression 3D. Et apparemment que si le Kickstarter de cette machine-là, s'il atteint 5 millions de dollars américains, ils vont rendre l'entièreté du design de la machine open source. Donc n'importe qui va pouvoir prendre les plans de cette machine-là et l'assembler chez lui en achetant les matériaux où il veut. Je comprends qu'ils disent que c'est à partir de 5 millions parce qu'ils veulent que les gens les encouragent avec leur projet, mais en même temps, vu que, comme je vous disais, c'est une collaboration avec la communauté déjà, je pense que ça serait quand même intéressant que peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'ils rendent ça open source quand même. Ça serait quand même dommage qu'on arrive à 4 999 999 $ et qu'il manque 1 $ et qu'à cause de ça, c'est pas open source. Donc ça me surprendrait pas que même s'ils atteignent pas les 5 millions, peut-être qu'ils vont quand même rendre ça open source, ou du moins, j'espère. Ok, alors maintenant, vous connaissez le contexte.
Donc, je vais vous rapprocher et on va regarder la machine de plus près. Bon, je propose qu'on parle des accessoires rapidement. Corde d'alimentation, échantillon de plastique. Ici, on a quelques vis, quelques raccords pour les tubes PTFE. On a des buses de rechange. On a un tube PTFE de rechange. On a de la papeterie ici. Adaptateur USB pour carte micro SD. Et donc, il y a une carte micro SD qui venait avec cette machine-là qui contient quelques fichiers à imprimer, de la documentation, le mode d'emploi, version numérique et une vidéo qui explique l'assemblage. On a une limit switch optique de rechange. Ici, on a un petit outil pour mesurer la distance entre la buse et le plateau. Je ne l'ai pas utilisé. Je suis resté avec la fidèle feuille de papier, mais c'est pas une mauvaise idée. On a des petites pinces coupantes. On a quelques outils pour assembler la machine et on a aussi une petite aiguille pour déboucher la buse au besoin. J'ai pas eu besoin de ça, moi, donc c'est une bonne nouvelle. Ok, alors c'est parti pour la machine en tant que telle. Juste en avant, ici, on a le bouton pour ajuster l'alimentation entre 230 volts et 115 volts. C'est important d'être à la bonne position. Ici, on a la carte SD. Tout à l'heure, je vous ai dit micro SD. Je me suis trompé, c'est une carte SD. Prise USB, si on veut contrôler l'imprimante à partir de l'ordinateur. Et c'est du micro USB. L'interface, ce n'est pas un écran tactile, c'est un écran qu'on utilise avec le bouton rotatif ici. Bon, alors je viens de me rendre compte que mon enregistreur audio n'avait plus de batterie et je ne trouve pas de batterie de rechange, donc j'ai branché mon micro directement dans la caméra et j'espère que ça va être tolérable. Ça aurait été bien d'avoir un écran tactile, mais au moins cette interface-là fonctionne très bien. Juste ici, on a le support pour bobine de filament et le filament passe dans un capteur de présence de filament. S'il n'y a plus de filament, l'imprimante se met sur pause, on remet du filament et l'imprimante retourne où est-ce qu'elle était rendue dans son impression. Ensuite, ça passe dans l'extrudeur, puis dans le tube PTFE jusqu'à la buse en bas. Là, je mentionne tout de suite que cette pièce-là ici, ça vient pas avec l'imprimante, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est un support pour GoPro, donc moi, à l'avenir, je vais pouvoir clipper ma GoPro juste ici, puis ça va être un angle assez intéressant pour faire des timelapses. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé dans les timelapses que je vais vous montrer aujourd'hui, mais ça va être utilisé dans le futur. Il est déjà un petit peu abîmé parce que j'ai dû mettre du support ici et là. Il a été un petit peu difficile à retirer. On a nos deux moteurs ici pour l'axe des X et des Y. Pour l'axe X et Y, cette machine-là, c'est de type XY Core. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce type de machine, c'est un arrangement de courroies qui fait en sorte que si les deux moteurs tournent du sens opposé, ça va faire bouger mon axe des Y. Si les moteurs tournent du même sens, ça va faire bouger l'axe des X. Et si je bouge de manière diagonale, ça fait seulement bouger un moteur à la fois. Alors là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a vraiment juste ce moteur-là qui tourne quand je suis en diagonale dans cette direction-là. Puis ça, c'est un arrangement qui est très efficace parce que, puisque notre axe des Y, c'est pas un plateau chauffant qui est super lourd par rapport à l'axe des X, ben ça fait que l'inertie gauche-droite et l'inertie avant-arrière, elle est quand même semblable. Puis ça peut éviter des trucs comme du ghosting, etc., etc. Puisqu'il n'y a pas de plateau chauffant, on peut théoriquement imprimer plus rapidement. Donc, il y a beaucoup de gens qui considèrent que XY Core, c'est supérieur au type i3, comme Creality CR10, etc., etc. Donc, c'est intéressant qu'on ait ça ici. Et pendant qu'on y est, ça, oui, c'est l'axe des X, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que l'axe des Y monte et l'axe des Z ne monte pas. Donc ça, c'est bien sûr en lien avec l'angle de 45 degrés. Mais ça fait bizarre parce que normalement, sur les imprimantes 3D classiques, le plateau chauffant, c'est l'axe des Y et il bouge d'avant en arrière. Mais ça ici, c'est pas un plateau chauffant, c'est une courroie et c'est notre axe des Z. Donc ça peut être un petit peu mélangeant au début, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un Y infini, c'est un Z infini. Pendant qu'on est à l'arrière, ce morceau de métal et ce morceau de métal servent à ajuster la position initiale de l'axe des Y de l'imprimante lorsqu'on est tout en bas comme ça. Pour notre courroie, on a un moteur tout à l'arrière qui passe dans une gearbox qui ralentit la rotation du moteur, mais qui le rend donc plus puissant. Ça fait tourner cette poulie. Cette poulie est reliée à cette plus grosse poulie. La poulie est reliée au rouleau juste ici qui fait tourner la courroie. Pour ajuster notre courroie, déjà pour ajuster la hauteur, on a ces vis-là. Ici, on en a 4 et ça va permettre de lever ou descendre un petit peu. On a un petit plateau en métal en dessous de la courroie juste ici et on en a un deuxième juste là et les vis vont faire monter ou descendre ces petits plateaux sous la courroie. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un niveau et j'ai tout mis le plus droit possible, aussi en fonction avec ma hauteur de couche pour que ma première couche colle bien
sur la courroie. La courroie en tant que telle, pour ajuster sa tension, on a une vis ici et on a une vis là. Quand on visse ces deux vis-là, ça va augmenter la tension de la courroie et quand on dévisse, ça va réduire la tension. C'est pas si difficile à ajuster, mais il faut être prudent parce que si on n'a pas une tension égale des deux côtés, la courroie, elle va être portée à aller plus à gauche ou plus à droite ou elle va continuellement se promener entre les deux. Moi, j'avais un petit peu peur que ce soit un problème, mais je suis arrivé assez facilement à un bon ajustement et j'ai fait tourner la courroie plusieurs fois et elle ne semble pas vouloir aller plus à gauche ou plus à droite. Donc, l'ajustement n'est pas si difficile à faire, mais à la fin, il faut être assez minutieux. Là, on n'y va pas au quart de tour. Il faut visser ou dévisser un tout petit peu. Puis, le truc que Creality m'ont dit, c'est que si la courroie se déplace vers la gauche, il faut augmenter la tension à gauche, donc il faut visser à gauche, et si ça veut aller vers la droite, il faut visser à droite. Donc moi, ça n'a pas été un problème, j'ai été capable de l'ajuster convenablement assez rapidement. Ok, alors c'est parti, j'allume l'imprimante, je vais vous présenter l'interface. Niveau bruit, les ventilateurs, oui, sont un petit peu bruyants, mais j'ai déjà testé des imprimantes beaucoup plus bruyantes que ça. Et les moteurs sont assez silencieux parce qu'ils sont pilotés par des pilotes TMC 2208. Donc quand elles travaillent, elle est pas si bruyante que ça. L'interface est très semblable à ce qu'on a chez Creality habituellement. Donc là, on était sur les informations. On peut aller faire déplacer des axes, on peut changer la température, on peut configurer certaines options, donc les capteurs, nos configurations par défaut pour faire chauffer le plastique. Si on va dans Avancé, on a nos settings de vélocité, d'accélération, de jerk, etc., etc. Quand on veut changer de filament, on peut cliquer là. La langue, on a juste anglais ou chinois. Puis ensuite, des options pour la carte SD si on veut l'éjecter. Quand on veut imprimer, on clique ici, bien sûr, et on peut voir nos fichiers. Et About Printer, on voit que là, c'est Marlin 2061, version du 21 novembre 2020, 3D Print Mill. Et on peut descendre un petit peu, je crois, oui. Puis ça dit carte mère Creality V4, un extrudeur, puis le baud rate. Bon, alors au niveau des mouvements, si je fais un Home, voici comment ça se présente. Donc l'axe des Y, il descend. Ensuite, c'est l'axe des X. Et voilà. Et la courroie ici, le tapis roulant, ça n'a pas besoin de bouger. Donc là, je vais faire bouger mes axes un petit peu. Puisque le Home est à droite sur l'axe des X, eh bien, ça fait en sorte que quand j'augmente l'axe des X, eh bien, ça va à gauche. Donc ça, c'est un petit peu inhabituel si je compare ça avec les autres machines que je teste habituellement. Donc voilà, je l'ai envoyé complètement au bout. Ensuite, l'axe des Y, même chose, on va l'envoyer complètement au bout. Et voilà, donc on est arrivé tout en haut. Et maintenant, je vais faire bouger l'axe des Z. Ça bouge pas très rapidement. Si je mets mon téléphone, vous voyez à quelle vitesse il se déplace. Donc par défaut, quand on fait bouger l'axe manuellement, c'est à cette vitesse-là que ça se déplace. Mais bien sûr, quand on imprime, ça se déplace beaucoup plus lentement parce que cette courroie ne va pas aller d'avant en arrière, elle va toujours du même sens. Alors, on a fait le tour de la machine et bien sûr, puisque c'est en forme de triangle, c'est extrêmement stable, c'est très solide. Je fais bouger l'entièreté de la table, puis la machine, elle bouge pas du tout. Donc, niveau solidité, c'est certain qu'on est là. Hein? C'est très solide. L'entièreté de la structure, c'est tout en métal, même en bas ici. Tout ça, c'est du métal partout. C'est hyper solide. Donc, il y a vraiment eu de l'effort qui a été mis dans la conception de cette machine-là. Alors maintenant que je vous ai présenté la machine, on va aller voir à l'ordinateur comment on prépare les fichiers. OK, bienvenue à l'ordinateur. On n'a pas beaucoup de choix en frais de logiciel, on en a deux en fait. On a Creality Belt, qui est une version de Cura modifiée par Creality pour cette imprimante-là. Et sinon, on a Creality Black Belt. Donc, on a deux choix qui sont basés sur Cura. J'ai simplement utilisé Creality Belt, puis ça a fonctionné. J'ai pas ressenti le besoin d'aller tester l'autre version. Et ça, je ne sais pas si c'est un ancien prototype de la 3D Print Mill, mais vous voyez beaucoup de choses différentes. On a le contrôleur qui est à côté, on a un moteur en haut au centre qui est relié avec des tiges de chaque côté. On voit qu'ici au milieu, c'est pas du tout pareil. Donc, je ne sais pas si c'est une ancienne version, mais en tout cas, c'est une image intéressante. Bon, déjà, quand on entre dans Cura, on remarque que on peut imprimer infiniment loin. C'est pas vrai que c'est à l'infini parce que si je veux, je peux me rendre au bout, mais c'est une très longue distance quand même. On n'est pas habitué de voir ça. Donc, si je prends un Benchy Boat, je l'importe et voilà, il est juste ici. Premièrement, il faut savoir que quand j'imprime juste un objet, qu'il soit ici ou qu'il soit tout en avant ou qu'il soit tout en arrière, ça ne change rien. L'imprimante va directement commencer à imprimer l'objet. Qu'est-ce qui est encore plus important à savoir par contre, c'est que l'imprimante commence à imprimer là-bas et elle imprime jusqu'ici. Donc là, ici, par exemple, j'ai une épée. L'imprimante va commencer par imprimer le manche et ça va
terminé par la lame. Et c'est la même chose, si j'ai plusieurs objets, l'objet qui va être le plus loin à l'arrière, c'est ça qui va commencer à imprimer et ça va terminer par l'objet le plus près. Donc ça, c'est quand même assez utile à savoir. Mais je veux qu'on revienne à notre Benchy. OK, avec une imprimante à 45 degrés, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le toit ici, qui normalement est dans le vide, là, c'est pas vraiment le cas. Le toit n'est pas dans le vide. Par contre, ça ici, la partie diagonale de la coque du bateau, ça, c'est dans le vide. Donc, ça peut être un petit peu difficile à imaginer. Je vais slicer le modèle pour qu'on regarde couche par couche. Vous voyez, toutes les couches sont à la diagonale. Et si je descends, on commence par une toute petite couche et vous voyez, on imprime comme ça. Et donc, chaque couche ici dépasse beaucoup la précédente. Et donc, ça ici, c'est comme si on imprimait dans le vide avec une imprimante classique. Mais pourtant, comme je vous expliquais, le toit, c'est pas vraiment dans le vide parce que, justement, on l'imprime à la diagonale. Regardez bien. Vous voyez, la structure ici commence à s'assembler. Et là, regardez le toit. On commence ici et tranquillement, vous voyez, on le fait progresser comme ça. Puisque l'imprimante est à 45 degrés, ça, c'est pas considéré comme étant dans le vide. La gravité n'est pas vraiment importante ici, c'est vraiment l'angle qu'on utilise pour imprimer. Et donc, le toit ici n'imprime pas dans le vide, mais la coque ici, qui normalement n'est pas du tout dans le vide, là, c'est dans le vide. Donc, c'est un petit peu bizarre, il faut s'habituer à changer notre façon de penser un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter du support ici, ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire pivoter le modèle à 45 degrés. Puis ensuite, on peut prendre du support, puis on met du support sous le modèle, comme ça. Donc là, j'y vais rapidement, j'ai pas fait trop attention. Donc là, vous voyez, notre coque, maintenant, elle va être beaucoup plus facile à imprimer, puisque maintenant, c'est presque droit, donc ça sera plus vraiment dans le vide. Et là, sur une imprimante 3D classique, toute cette face-là serait super difficile à imprimer, mais là, pas du tout. C'est comme si on imprimait de bas en haut de façon tout à fait normale. Parce que comme vous pouvez voir maintenant, on imprime comme si c'était sur une imprimante normale, mais à 45 degrés. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que sur une imprimante à courroie, puisque la courroie, c'est un petit peu élastique, c'est pas toujours bien tendu, parce que oui, il faut tendre la courroie, mais si on la tend trop, on peut l'endommager. Eh bien, ça fait que oui, au début, ça imprime bien, mais quand on arrive au niveau du toit et de la cheminée, le modèle a tendance à se promener un petit peu de gauche à droite parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface de contact avec la courroie. Et donc la courroie, vu qu'elle a une élasticité, ça peut faire bouger le bateau. Et à cause de ça, j'ai eu des moments où est-ce que la buse a en quelque sorte foncé dans le toit du bateau, puis ça a complètement décollé l'impression. Donc il faudrait avoir une plus grande surface de contact idéalement. Je vais vous montrer un petit peu les paramètres, ça ressemble à quoi. Donc déjà, on a l'angle juste ici, 45 degrés, et vous voyez que c'est paramétrable. Donc bien sûr, pour cette machine-là, on peut seulement utiliser 45 degrés, mais s'il y a d'autres machines dans le futur qui font leur apparition, eh bien, dans le logiciel, c'est configuré qu'on peut changer l'angle. Ici, on a une option qui s'appelle Creality Belt. Ici, on peut choisir le nombre de copies qu'on veut de l'objet. Et là, vous voyez, j'ai écrit 2 copies, mais j'ai pas 2 bateaux. Ça ne l'affiche pas, mais quand on imprime, effectivement, j'ai 2 bateaux qui sortiraient. Par contre, la distance entre les copies, moi, ça n'a pas fonctionné. Vous allez le voir tout à l'heure dans les timelapses, j'ai imprimé une épée en 2 parties, pas sur la longueur, mais sur l'épaisseur. On s'en reparle tout à l'heure. Mais bref, ça a imprimé une première moitié de l'épée, puis immédiatement après, ça a imprimé la deuxième moitié. Donc ça n'a pas fonctionné. Si on veut faire un raft, c'est ici. J'ai presque tout laissé par défaut, mais là, on voit des options en lien avec la courroie. Qualité 0.2 mm, c'est ça que j'ai utilisé pour tout. Pour les périmètres, j'ai laissé ça par défaut, 1.2 mm, donc 3 périmètres. Infill, donc ça dépend de qu'est-ce que je suis en train d'imprimer. Le bateau, d'habitude, je le fais à 15%. Température, PLA, 210 degrés pour la buse, 60 pour le plateau. Vous voyez qu'on fait quand même une rétraction de 8 mm à cause que le tube est super long, le tube PTFE. Puis la rétraction, on la fait assez vite, 65 mm par seconde, c'est assez rapide. La vitesse par défaut, c'était 40 mm par seconde. Moi, j'ai accéléré ça un petit peu, je l'ai mis à 60. Les vitesses de déplacement, c'est 150 mm par seconde. La couche initiale, je pense que c'était 20. Moi, je l'ai descendu un petit peu. Mais la couche initiale, je pense que c'est pas la même vitesse que ce qui touche réellement la courroie, à moins que je ne comprenne pas trop le paramètre, parce que vous voyez ici, Belt Wall Speed, la vitesse à laquelle les parois qui touchent la courroie sont imprimées. Donc, je pense que couche initiale et réellement la première couche, c'est peut-être
pas identiques, je suis pas certain. Mais bref, à part la vitesse ici, là, j'ai touché à rien. Refroidissement, c'est actif à partir d'une hauteur de 1.2 mm. Le support, ça dépend de qu'est-ce qu'on imprime. Adhésion, vous voyez, on n'a aucune option. Il y a juste le raft, mais ça, c'est en haut, dans Creality Belt. Dual extrusion, on n'en a pas. Mesh fixes, ça, en fait, c'est parce que quand on veut imprimer quelque chose de super gros, s'il faut qu'on prenne plusieurs modèles et qu'on les mette un à la suite de l'autre, ça peut aider un petit peu à corriger des problèmes qui peuvent arriver, puis ça va en quelque sorte fusionner plusieurs modèles en un modèle. Mode spéciaux, il n'y avait rien de coché, puis expérimental, non plus, rien de coché. Là, vous voyez, le benchy ici, ça dit que ça prend 1h30. Moi, réellement, mes benchy ont été plus longs que ça. Ça prenait environ 2h, 2h20, parce que je mettais un petit peu plus de support que ça. Donc, les benchy ont été assez long à imprimer. C'est pas une imprimante qui est rapide, surtout quand on imprime quelque chose de super long, eh bien, on est continuellement en train d'imprimer directement sur la courroie, et on se rappelle que quand on imprime directement sur la courroie, c'est plus lent pour que ça colle mieux. Donc, imprimer sur cette machine-là, ça dépend qu'est-ce qu'on imprime, mais ça peut être lent. Et aussi, puisque les rétractions sont assez grandes et tout, l'imprimante, on dirait qu'elle fait souvent des petites pauses. Donc, il faut pas être trop pressé, mais elle a une courroie. Donc, si je dois imprimer plusieurs objets, j'ai pas à attendre qu'il y en ait un qui termine pour démarrer un autre. Je lui envoie tous les fichiers, elle s'en occupe, puis c'est tout. Donc, je vous ai parlé de comment ça fonctionne à l'ordinateur. Alors maintenant, on va aller voir les résultats que j'ai obtenus avec cette machine. Ok, alors, premier truc que j'ai imprimé, c'est ce petit cube XYZ, cube de calibration. Et là, je vais essayer de bien vous zoomer là-dessus. Vous voyez ici, on dirait un cube normal, mais lorsque je tourne, vous voyez, les couches sont à la diagonale. Et c'est exactement pour ça que vous voyez ici, l'imprimante a eu un petit peu de difficulté du côté droit du Y, parce qu'à cet endroit-là, elle imprime dans le vide, versus partout ailleurs, elle n'imprime pas dans le vide. Donc ça fait un très beau cube. Les couches sont très bien déposées sur la surface. On voit un petit peu la texture de la courroie. Je pense que Creality ont changé la courroie sur la machine parce que dans d'autres vidéos, j'ai vu que la courroie laissait une texture extrêmement profonde et aussi elle laissait de la couleur sur les impressions. Là ici, peut-être qu'on a un petit peu de couleur juste ici. Et oui, on a une texture, mais c'est pas si mal. Pas quelque chose de particulièrement dérangeant. Donc voilà, je pense qu'ils ont changé la courroie. Et ça, c'est la face du dessus. Donc c'est bizarre parce que normalement, la face du dessus, c'est lisse. Sauf que là, c'est comme si on regardait une pièce de côté. Super étrange. Donc ça a été mon premier cube. Très bien imprimé. Deuxième cube, j'ai essayé de le faire vide à l'intérieur. Donc aucun remplissage. Donc on voit que démarrer le X, ça a été un petit peu difficile sans remplissage. Le Y, lui, ça s'est bien passé. Sauf ici, à cause que pour cette imprimante-là, c'est dans le vide, puisqu'elle est à 45 degrés. Et regardez le dessus, c'est quand même pas si mal. Donc, il n'y a rien en dessous de ça. Puis, c'est seulement 5 couches, je pense, sur le dessus. Alors, puisqu'elle imprime à la diagonale, c'est un petit peu moins pire imprimé dans le vide que si ça avait été sur une imprimante 3D plus classique. OK, ensuite, oui, les bateaux. Le premier que j'ai imprimé, je l'ai imprimé de face comme ça. Et vous voyez à l'arrière, pour cette machine-là, c'est comme imprimé dans le vide. Donc, il a fallu que je mette du support. Et donc, c'est pas le plus beau côté du bateau. Si on compare avec le reste de la coque qui s'est bien passé. Le volant a eu un petit peu de difficulté. Mais le vrai problème, c'est ici, en fait. Parce que ce qui est arrivé, c'est que, encore une fois, puisque la courroie, ça fait en sorte que la pièce peut bouger un petit peu lorsqu'elle est très petite, mais quand même haute. Et donc, la buse, elle est arrivée et clac! Elle a décollé l'impression. Donc, on va pas trop s'attarder sur celle-là. Celui-là, je vous avoue que je me souviens pas qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai imprimé celui-là. Même chose, imprimé comme ça. Et celui-là, imprimé au complet, sauf que mes paramètres de support, je les avais changés un petit peu pour que ça colle mieux. Et en fait, ça a trop collé. J'ai pas été capable d'enlever tous les supports. Vous voyez ici, ça paraît presque pas. Il y avait du support qui démarrait de en bas ici jusqu'en haut, juste pour tenir cette petite ligne-là ici, qui est théoriquement dans le vide pour cette imprimante-là. Alors ici, malheureusement, le support, je ne suis pas capable de l'enlever au complet. Mais sinon, regardez la coque. On a une ligne bizarre ici. Puis on a des changements de couleur. C'est peut-être juste le filament, ça, par contre. Vous voyez qu'au bout, ça a eu plus de difficultés. Encore une fois, parce que le bateau avait tendance à bouger un petit peu pendant que ça imprimait. Donc, c'est pas un beau bateau, mais ça montre que l'imprimante, elle est capable de le faire.
Donc, après ça, j'ai imprimé celui-là. Et celui-là, je ne l'ai pas imprimé comme ça. Je l'ai imprimé comme ça et à un angle de 45 degrés. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de toit, c'est la même raison que ici. C'est que même si je l'ai imprimé comme ça, vu que ça bougeait un petit peu, clac, ça l'a décollé et j'ai pas été capable de le terminer. On va pas s'attarder sur celui-là non plus. Je vais vous montrer le dernier que j'ai imprimé, qui est beaucoup plus beau que les autres. Celui-là aussi imprimé comme ça, sauf que j'ai ajouté du papier collant pour le garder bien collé à la courroie. Et en plus de ça, lorsqu'il était dans ses dernières couches, j'ai tenu le bateau avec mes mains pendant qu'il l'imprimait. Ça a été assez long, mais je pense que ça a donné un bon résultat. Alors éventuellement, si je réimprime un bateau, je vais faire une grande base pour être certain que ça ne bouge plus et peut-être que je peux tendre la courroie encore plus. C'est un petit peu difficile de savoir à quel moment est-ce que la courroie est assez tendue parce que je ne veux pas l'endommager non plus. Bon, c'est sûr que la première couche, elle n'est pas jolie puisqu'elle était sur du support, mais regardez le reste du bateau. C'est quand même pas si mal. Ici, on a un petit périmètre qui ne s'est pas rempli. Donc, c'est peut-être dans les paramètres du slicer, ça. Je vois pas pourquoi l'imprimante n'aurait pas été capable de faire ça. Il n'y a pas d'autres trous du genre ailleurs, juste ici. Bon, ici, il y avait encore une fois du support, donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins joli. Je vais vous rapprocher de la coque. On a les mêmes changements de couleur, donc probablement mon filament qui fait ça. Mais la coque, elle est quand même jolie, il n'y a pas trop de problèmes. Les petits points de rétraction ne sont pas au même endroit où on est habitué de les voir normalement. Mais vous voyez, il n'y a pas de fil d'araignée ou quoi que ce soit. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des fils d'araignée puisqu'on a un énorme tube Bowden qui guide notre filament. Le tube est hyper long, donc je pensais que ça ferait des fils d'araignée, mais en fait, pas du tout. Absolument aucun. La cheminée a une petite bosse ici parce que, oui, j'ai tenu le bateau pendant qu'il terminait d'imprimer, mais la réalité, c'est que rendu ici, lorsqu'il restait juste la cheminée, je laissais aller le bateau et donc la cheminée a croché un petit peu. Regardez le contour des portes, regardez le volant. Donc ça, c'est quand on imprime dans cette orientation-là. Donc l'imprimante, elle imprime de bas en haut, comme une imprimante classique, mais à la diagonale, au lieu d'imprimer avec des couches diagonales. Parce que faire ça, c'est un petit peu plus difficile dans certaines situations, comme le volant, par exemple. Bon, alors ça, c'est très bien, mais je vais vous montrer la pièce plus intéressante. J'ai donc imprimé une épée. Alors comme vous pouvez voir, c'est en deux parties, mais pas sur la longueur, c'est sur l'épaisseur. Puis la raison, elle est très simple, c'est que vous voyez, le relief n'est pas pareil ici que là. Et donc si j'avais voulu imprimer ça en un morceau, il aurait fallu mettre du support partout, puis ça aurait été pas mal plus compliqué. Alors moi, j'ai coupé le modèle en deux à l'ordinateur et j'ai demandé à l'imprimante d'imprimer donc deux fois une moitié d'épée pour faire une épée complète. Et là, le plan, ça va être de coller ces deux pièces-là et probablement les peindre pour que ça fasse réellement la Master Sword dans Zelda. J'ai l'impression que c'est ma copine qui va vouloir faire ce projet-là, puis elle va essayer d'utiliser les mêmes couleurs que la Master Sword. Juste avant de vous montrer la qualité de plus près, je vais vous parler d'un petit problème que j'ai rencontré. Le problème, c'est que la majorité des fichiers que j'ai trouvés pour des épées, c'était en fichiers séparés pour imprimer sur les imprimantes 3D classiques. Et moi, je voulais spécifiquement l'imprimer d'un coup, parce que je me dis, pour les gens qui font du cosplay et tout, ça peut être extrêmement intéressant d'imprimer des pièces comme ça, juste d'un coup, que ce soit des épées, des genres de boucliers, de l'armure, etc. Ça peut être bien pratique. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est coller chaque pièce parfaitement ensemble pour que ça fasse un seul modèle. Et c'est faisable, sauf que je suis tombé sur plein de modèles qui avaient des problèmes et qui faisaient que je ne pouvais pas créer une seule pièce parfaite. Et donc, le seul modèle que j'ai trouvé et qui faisait bien le boulot, c'est celui-là, qui est en fait un modèle miniature. Et j'ai imprimé ce modèle miniature à 500% de sa dimension. Et ça a donné ça. Ça vient avec quelques petits défauts, comme par exemple, j'ai un trou ici, et c'est pas la faute de l'imprimante, c'est réellement le modèle qui est comme ça. Même chose, vous voyez, j'ai un trou qui est là. Le modèle était fait comme ça, donc ça, je vais essayer de réparer ça manuellement, avec un crayon 3D, avec de la colle, etc. Je vais réussir à faire quelque chose. Et aussi, un autre petit problème, c'est que j'ai imprimé deux fois la même moitié, mais mon design a un défaut. Ces deux côtés-là ne sont pas identiques. Alors quand je mets ça ensemble comme ça ne s'aligne pas parfaitement bien. Donc encore une fois, pas la faute de l'imprimante, c'est le modèle qui n'est pas parfait, mais je pense que une fois collé, je vais peut-être être capable de manipuler le plastique pour que ça fonctionne. Mais regardez, vous voyez ce que ça donne. Je pense que ça va donner un look franchement pas mal. Et puisque c'est coupé directement au milieu, quand ça va être collé, regardez ce que ça donne. Ça va être assez convaincant, je crois. Donc là, je vais vous zoomer. Ça a imprimé de l'arrière jusqu'à l'avant. Voici ce que ça donne. On voit que généralement, ça a très très bien fonctionné, mais on a des petits débordements à quelques endroits. Donc, est-ce que c'est question de paramètres? Est-ce que c'est question de la forme qui est juste difficile à imprimer pour cette machine-là? Je ne sais pas encore exactement, mais ça s'est quand même assez bien passé. Vous voyez ici le trou dont je vous parlais.
Ça, c'est dans le design et ça fait que l'épée n'est pas très solide en ce moment, malheureusement. Démarrer ici, ça a été un petit peu compliqué. Même chose là. Le reste, ça a bien été. Donc voilà, ici les détails, on les voit, mais ça a eu un petit peu de difficulté avec l'angle. Et pour le reste, c'est pratiquement parfait. Jusqu'à la fin ici, ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'est tout. Puis la deuxième est presque identique. En fait, je me suis trompé. Celle-là, c'est la première et celle-là, c'était la deuxième. Si on regarde ici, la première, ça a mieux fonctionné que sur la deuxième, parce que sur la deuxième, j'ai accéléré la vitesse un petit peu. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas une machine qui imprime très rapidement, donc la première moitié a pris environ 14 heures à imprimer et la deuxième moitié, j'ai accéléré, puis je me suis sauvé quelques heures, ça a pris environ 11h30. Donc en tout, là, on parle de 25h30 d'impression. Donc c'est assez long. Donc avec un petit peu de pratique, je pense que je vais être capable de pouvoir faire des impressions plus rapides et qui vont être de meilleure qualité. Mais là, pour un premier essai sur une pièce aussi longue que ça, pour référence, voici la Ortur 4V2. Vous voyez que c'est assez long. Eh bien, moi, je trouve que ce résultat est quand même franchement pas mal. Bon, alors, pendant qu'on y est, voici à quoi ressemble la couche du dessous. Mesdames et messieurs, je vous ai présenté l'imprimante, je vous ai montré comment on prépare les fichiers, je vous ai montré mes résultats, je vous ai tout expliqué, je vous ai tout dit. Clairement, c'est une machine très spéciale. Même chez les autres marques, il n'y a pas beaucoup de machines comme ça qui existent dans le monde. Je suis une des rares personnes à en posséder une et je trouve ça extrêmement cool. Même si j'ai pas encore une excellente qualité d'impression, le fait que j'ai été capable d'avoir cette qualité-là presque sans rien faire, ça a juste fonctionné comme ça. Ça me donne espoir que, en jouant un petit peu avec les paramètres, il y a probablement moyen d'améliorer mes impressions grandement. Donc j'ai espoir d'être capable de faire des trucs assez cool avec cette machine-là. Puisque j'ai testé beaucoup d'imprimantes 3D, pour moi, ça devient un peu une routine, mais ça m'a vraiment sorti de ma routine. C'est une très bonne chose. Je suis super heureux d'avoir pu tester cette machine-là. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que cette machine-là, elle reste ici. Donc, si vous avez des suggestions de tests à faire avec cette machine, laissez-moi savoir. J'ai envie de découvrir les qualités secrètes de cette machine-là, parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué 3 grands avantages. Longueur infinie, nombre de pièces infini. Avec l'angle de 45 degrés, il y a des choses qui normalement sont dans le vide, que là, ça imprime pas dans le vide. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages? C'est ce que j'aimerais savoir. En fait, je peux tout de suite vous en dire un. Si je veux imprimer plusieurs pièces en même temps, par exemple, un boîtier de Raspberry Pi en 2 parties, sur une imprimante 3D classique, j'ai pas le choix de mettre les 2 morceaux un à côté de l'autre si je veux les imprimer en même temps. Et ça va faire une couche d'un côté, ensuite ça va changer de pièce, ça va faire une couche, ensuite on change de côté, on fait une couche, on change de côté, on fait une couche, etc. On se promène toujours entre les 2 pièces qu'on essaie d'imprimer en même temps. On perd du temps à cause des mouvements, mais aussi parfois ça peut faire des fils d'araignée / cheveux d'ange quand on est toujours en train de se promener comme ça. Tandis que ici, même si on peut imprimer 2 choses une à côté de l'autre, selon moi, c'est très avantageux d'imprimer les choses une en arrière de l'autre parce que, par exemple, encore une fois avec un boîtier de Raspberry Pi, je fais la première partie du boîtier au complet, je ne perds pas de temps, j'ai moins de risque d'avoir des cheveux d'ange. Une fois que c'est fini, ça s'éjecte, puis ensuite, on fait la deuxième moitié. Donc déjà là, un autre avantage qu'on peut avoir avec une machine comme ça. Il va falloir que je vous donne des nouvelles de l'épée lorsqu'elle va être collée. Probablement qu'on va la peindre aussi pour que ce soit plus joli. Je pense pas que c'est pleine longueur. J'ai pas essayé d'aller chercher une longueur spécifique, mais déjà ça a pris 25 heures pour faire ces 2 moitiés-là. Donc pour un premier test, je pense que c'est assez raisonnable. Et je dois dire que je suis surpris à quel point ça n'a pas été compliqué. J'ai eu plus de difficultés à trouver un modèle à imprimer qui n'était pas séparé en plein de morceaux que j'ai eu de difficultés à l'imprimer en tant que tel. Tout s'est fait tout seul. Extrêmement cool. Donc, probablement pas une machine qui est faite pour tout le monde. Je pense que la majorité des gens qui veulent une imprimante 3D, c'est probablement mieux une imprimante 3D classique, genre Creality CR10, Ender 3. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse une machine comme ça, je vais vous mettre le lien dans la description vers le Kickstarter. Mais n'oubliez pas, Kickstarter, ce n'est pas un magasin. Il n'y a pas de garantie ou quoi que ce soit. Assurez-vous de bien comprendre comment Kickstarter fonctionne avant de précommander cette machine. Ok, alors, donnez-moi vos suggestions de qu'est-ce qu'on devrait faire sur cette machine-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!